La police des stupéfiants et des drogues vient d'arrêter à l'aéroport d'Abidjan un trafiquant d'origine nigériane. Il avait en sa possession 600 grammes de cocaïne. L'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social engagée dans la lutte contre le VIH-Sida, va lancer dans quelques mois sa campagne de sensibilisation contre la pandémie. Un changement de mentalité face au VIH-Sida, c'est le résultat attendu. Et puis au Kenya, commence la semaine avec un nouveau président, Uhuru Kenyatta, inculpé par la Cour pénale internationale. Son opposant, Raila Odinga, va déposer un recours devant la Cour suprême. Le calme prévaut dans le pays. Voilà pour le sommaire. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition. Ils étaient 4 chefs d'État, dont le président de la République, Alassane Ouattara, a se retrouvé hier à Conakry, dans la capitale guinéenne. Les présidents ivoiriens, sierra-léonais et libériens sont allés exprimer leur solidarité à leur homologue guinéen et à son peuple. Nous allons maintenant suivre avec Jérôme Kofi Abolin les temps forts de cette rencontre des chefs d'État du fleuve Mano. C'est une visite d'amitié et de travail de 24 heures qui a conduit le président Alassane Ouattara en Guinée ce dimanche 10 mars 2013. Le président de la République de Côte d'Ivoire avec 2 autres chefs d'État de la sous-région autour du président guinéen Alpha Condé. Et il s'agit du président sierra-léonais Ernest Bai Koroma et de la présidente du Libéria Hélène Johnson Sirleaf. La rencontre qui a fait l'objet de leur déplacement dans la capitale guinéenne s'est déroulée au Case de Bellevue de Conakry. Une rencontre dans le cadre des consultations périodiques entre les présidents de l'Union du fleuve Mano. Les questions d'intérêt commun ainsi que la situation socio-économique dans la sous-région et en Afrique ont été au centre des travaux au terme desquels les chefs d'État se sont félicités des efforts consentis par le secrétariat de l'Union du fleuve Mano pour la restructuration de cet organe. Ils ont aussi souligné la nécessité de poursuivre la lutte contre la criminalité et le terrorisme, exhortant surtout la CEDEAO pour ce qui est de la situation au Mali à un déploiement rapide de ses troupes en vue de la sécurisation du pays. Par ailleurs, le président guinéen Alpha Condé, après avoir informé ses pairs des mesures prises pour assurer l'organisation d'élections législatives transparentes et crédibles, a reçu en retour le soutien de ses homologues sierra-léonais, libériens et ivoiriens pour ses efforts visant au maintien de la paix en Guinée et dans la sous-région. À l'issue des travaux, les présidents ivoiriens, libériens et sierra-léonais ont pris congé de leur hôte, chacun regagnant son pays, mais non sans convenir de la date du prochain sommet de l'Union du fleuve Mano, fixé les 29 et 30 avril 2013 au Libéria. Le président de la République est rentré hier après cette rencontre. Nous sommes lundi 11 janvier. Cela fait 2 mois, jour pour jour, que la France est entrée en guerre au Mali, aux côtés de l'armée malienne et ses alliés. L'opération Serval est menée contre les djihadistes qui occupaient le nord du Mali depuis plusieurs mois. L'opération a d'abord permis de stopper la progression des djihadistes vers le sud du Mali, de reprendre successivement les localités de Tombouctou, de Gao et de Kidal au nord. Au total, en 2 mois, 4 militaires français ont été tués sur le théâtre des opérations et l'armée tchadienne sur le front en a perdu près d'une vingtaine. La France mobilise actuellement 4000 militaires sur le sol malien. Des bases arrières, la logistique des djihadistes ont été détruites, sans compter des centaines de combattants djihadistes tués ou blessés. Près de Tombouctou. Du Brésil, il a été arrêté par la police des stupéfiants et des drogues à l'aéroport d'Abidjan. Le trafiquant d'origine nigériane avait en sa possession 600 grammes de cocaïne. Le témoignage d'Abou Sanogo. Il s'agit de Obi Sylvestre Nduka de nationalité nigériane dont le vol en provenance de Sao Paulo au Brésil via Dubaï Addis Abeba a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux environs de 16 heures. Informée, la police des stupéfiants et drogues met en place un dispositif à l'atterrissage de son vol. Dispositif qui permet de l'appréhender. Après un contrôle de son passeport, il est soumis à un interrogatoire, ainsi qu'une palpation de sécurité et la fouille de sa valise. Obi Sylvestre Nduka manifeste le désir de faire un besoin naturel. Et là, il rejette pour la première fois 3 boulettes de drogue, tout emballées dans du papier plastique transparent. Pesée, une boulette donne un poids de 20 grammes. Durant sa mise en observation, Obi Sylvestre Nduka rejette au total 30 boulettes de cocaïne d'un poids total de 600 grammes. La lutte contre la drogue ne peut se faire que sur collaboration de la population.
C'est pourquoi nous demandons à tous les parents, s'ils ont connaissance d'un fumoir dans leur quartier, de nous saisir. Parce que nous constatons que les élèves s'adonnent de plus en plus à la consommation de drogue. Obi Sylvestre Ndouka a été déféré devant la juridiction compétente où il répondra de ses actes. On ne les appellera plus conseillers d'orientation, mais plutôt inspecteurs d'orientation. Ainsi en ont décidé les responsables du ministère de l'Éducation nationale qui visent la qualité, la performance dans le travail. Mais comment répondre à ces attentes? Les inspecteurs viennent de tenir une rencontre avec leur tutelle pour exprimer leurs préoccupations. Landry Ponon, reportage. On les appelait conseillers d'orientation. Désormais, ils sont inspecteurs d'orientation par la volonté de la tutelle. Une situation qui, sur le terrain, ne rajoute pas grand-chose au statut antérieur. Bien au contraire. Les difficultés sont liées tout d'abord à un problème d'infrastructure parce que nous n'avons pas de bureau et il se trouve que nous sommes dans une direction où il y a 3 bureaux pour près de 20 agents. Les chefs d'établissement ont du mal à nous situer dans la hiérarchie de leur établissement. Par moment, on nous confond avec les éducateurs. Des préoccupations portées à la tutelle au cours d'une rencontre ponctuée par des conférences et panels, histoire de mieux repréciser l'angle de la formation. L'inspecteur d'orientation est plus connu pour celui qui se charge d'affecter des étudiants ou bien d'affecter des bacheliers ou bien des élèves. Or, nous avons une dimension psychologique. Il faut agir. Les inspecteurs d'orientation veulent contribuer à la réforme de l'orientation scolaire. L'appui institutionnel est sollicité et attendu par la tutelle. En faisant la promotion du triptyque responsabilité, excellence et compétitivité, vous réussirez à faire reculer les frontières de la contre-performance partout où besoin sera. Les inspecteurs d'orientation nouvellement insérés entendent créer un réseau d'échange et de partage d'expériences avec l'ensemble de leurs confrères afin d'être plus efficaces à la pratique. L'AIMAS, c'est l'agence ivoirienne de marketing social engagée dans la lutte contre le VIH-Sida. L'agence va lancer dans quelques mois sa campagne de sensibilisation contre la pandémie. Un changement de mentalité face au VIH-Sida. C'est en tout cas le résultat attendu par l'AIMAS qui vient de tenir une rencontre à Agboville. Alexis Ouedraogo a suivi cette rencontre pour vous. Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre premier rapport sexuel? Oui. Devant la caméra, des oui fermes, en dehors des aveux et souvent des fuites. Les questions portant sur le VIH-Sida gênent. De récentes études montrent que seulement 2% des jeunes filles en Côte d'Ivoire ont utilisé un préservatif lors de leur premier rapport sexuel. C'est donc pour susciter une prise de conscience effective des jeunes que l'agence ivoirienne de marketing social AIMAS lance dans quelques mois la phase 2 de sa campagne de prévention Cité Yéret et Cool. La campagne devrait promouvoir des changements de mentalité et de comportement vis-à-vis du VIH-Sida. En attendant, réunis en atelier autour de jeunes, l'AIMAS a tracé les maquettes d'une campagne. Elle se veut proche des jeunes en vue d'une meilleure transformation de leur attitude face au fléau. On part à Bouaké, où les futurs médecins en fin de cycle issus de l'UFR des sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara viennent de finir leur stage de santé communautaire dans les villages de la région de Bouaké. Mais avant d'aller sur le terrain, ils ont restitué leurs travaux de stage. Altato a suivi pour cela pour vous. Formation des médecins compétents en santé publique. L'UFR Sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké s'attelle à répondre à cet objectif. 50 étudiants de 6e année de médecine viennent d'effectuer un stage de santé communautaire d'une durée d'1 mois dans 15 villages aussi d'accès difficile, repartis dans les régions de Béoumi, de Sakassou et de Botro. Cette population a beaucoup de facteurs qui influencent leur santé. Donc cela nous a permis de comprendre le comportement, les attitudes selon les classes sociales. Et ça nous a permis aussi de comprendre que la santé a plusieurs dimensions. La directrice de l'UFR Sciences médicales, professeur Ntaz Sanogo, soutient que les médecins doivent être compétents et exercer au niveau des 3 pyramides de la santé. Ces propos sont appuyés par le directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida de Bouaké. Au départ, ce stage est destiné aux étudiants de 6e année. Mais nous avons utilisé les étudiants de 5e année et de 6e année, comme on dit en médecine.
Et on espère pouvoir l'étendre à tous les niveaux. Comme on l'a dit, que chaque village ait ses médecins adoptifs qui commencent le stage avec eux et qui la finissent à la fin de leur formation avec eux. Je remercie vraiment la communauté villageoise, les médecins, parce que vous êtes dans votre village, vous avez, puis on vous dit on vous amène 6 personnes, 6 bouches en plus à nourrir, ce n'est vraiment pas évident. On espère que toute la communauté de Beke va s'impliquer dans la réalisation des prochains stages. L'État ne peut pas tout faire. Nous, au niveau de la direction régionale, donc, nous appuyons, n'est-ce pas, donc, ce stage communautaire. Et donc, c'est toutes les portes donc, des districts sanitaires, de tous les centres de santé, des aires de santé qui sont donc ouvertes et pour permettre à ces étudiants de faire, n'est-ce pas, ce stage de santé communautaire. Dans les villages, les futurs médecins se sont imprégnés des réalités du terrain avec des activités qui ont porté sur la sensibilisation et l'éducation des populations. La cérémonie de restitution de leur stage de santé communautaire a vu la présence des élus, des patrons de l'université Alassane Ouattara et des directeurs de la santé et de la lutte contre le sida de la région de Beke. Et sur place à Bouaké, le ministre de l'Industrie Jean-Claude Brou a effectué une visite à l'usine de Gonfreville pour s'imprégner des conditions des travailleurs, conditions donc de travail des employés de l'usine. La visite a été suivie par Derasouba Larsen. Le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou, s'est rendu sur le site de l'ex-établissement Robert Gonfreville. Désormais, ce site est occupé par 3 nouvelles unités de production textile. Jean-Claude Brou est à Bouaké pour la relance du secteur industriel. Le secteur textile est une priorité pour le gouvernement, pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a demandé à ce qu'on regarde ces entreprises avec beaucoup d'attention pour les aider à se restructurer et à se développer. Une relance qui garantit la transformation des productions locales. Ce secteur est pourvoyeur d'emplois. En la matière, le ministre de l'Industrie annonce des perspectives heureuses pour les demandeurs d'emploi. Notre pays est un grand producteur de produits agricoles, donc nous allons accélérer la transformation. Le cacao, l'anacarde, l'EVA, tous ces produits doivent être transformés parce que la transformation, c'est la valeur ajoutée, c'est des emplois et c'est des ressources qui sont distribuées à ceux qui y travaillent, en particulier à toute l'économie. La capitale de la région de Bouaké compte de nombreuses entreprises. Certaines d'entre elles seront visitées par le ministre Jean-Claude Brou dans les prochains jours. On parle de réconciliation dans cette édition. Toujours à Bouaké, les chefs traditionnels veulent s'impliquer davantage dans le processus. Ils viennent de suivre une formation pour mieux sensibiliser leur population. Soro Corona, Derasouba Larsen. Les chefs traditionnels s'impliquent dans le processus de réconciliation nationale. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre d'échange. Les garants des traditions ont souhaité que les alliances à plaisanterie entre les peuples soient utilisées pour donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale. Le rôle des alliances est très important parce qu'aujourd'hui, quand il y a 2 communautés, s'il y a une alliance, passant par cette alliance, disons, le problème, il y a un apaisement. Parce qu'aujourd'hui, c'est à ces moments modernistes que les gens ne tiennent pas compte des alliances. Sinon, autant jadis, vraiment, quand il y a une alliance entre une personne et une tierce personne, vraiment, c'est comme un fétiche. Le Comité national des chefs coutumiers pour la recherche et la consolidation des alliances entre les peuples projette organiser une tournée nationale. Cette tournée aura pour objectif de sensibiliser les populations à la réussite du processus de réconciliation. Les chefs issus de ce comité ont vu leur capacité en gestion des conflits et réconciliation nationale renforcée par l'ONG internationale Search for Common Ground. Nous, on ne peut pas prendre fusil. C'est les enfants qui prennent fusil. On veut que les enfants ne laissent tout ça là. Ce que nous on veut, c'est ça. On veut que Côte d'Ivoire ne trouve la paix. Les chefs traditionnels entendent s'inscrire sans réserve dans cet élan actuel de réconciliation et de cohésion sociale. Lequel élan va être le socle de la coexistence pacifique entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Et puis le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani, poursuit l'installation des commissions locales à l'intérieur du pays. Leur mission, se rapprocher des populations et recueillir leurs propositions pour la paix. Voyons les étapes de Korogo, Ferkesedougou et Katiola avec Jean-Jacques Miala. Ferkesedougou
dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est par ce chant qui invite au pardon que le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, Charles Konambani, a procédé à l'installation de la commission locale. Comme à faire Kessedougou, Charles Konambani a donné la feuille de route des commissions locales de Korogo, Odjene et Katiola. Des kits contenant des recommandations ont été remis aux différents membres des commissions. Recommandations qui rappellent leur mission: sensibiliser, avoir de la compassion, recenser les victimes, faire des enquêtes de proximité et surtout dialoguer avec les uns et les autres. Partout où il est passé, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a exhorté les populations du Nord à extirper la haine de leur cœur. Charles Konambani a précisé: on ne demande à personne d'oublier, mais on demande aux Ivoiriens de se surpasser pour pardonner, car la réconciliation, c'est le pardon. Puis, Charles Konambani a donné un aperçu des audiences après l'installation des commissions locales. Le but de ces audiences, c'est de sensibiliser une dernière fois la nation sur les turpitudes, nos propres turpitudes, et si cela se fait dans la vérité, si cela se fait dans la justice, que les perpétrateurs prennent l'engagement de ne plus recommencer et que les victimes acceptent de pardonner et que le pardon de la nation soit donné à tous ceux qui ont causé du tort à la nation. Débuté le 25 février, l'installation des commissions locales de la CDVR à l'intérieur du pays prend fin le 12 mars à Gagnoa. 5 motos, du matériel agricole, c'est le don reçu par les populations des villages de Yahakro et de Kofi Kwasikro dans le département de Tiébissou. C'est un don des responsables du RDR aux populations pour l'unité retrouvée au sein de leur parti. La jeunesse a également reçu des équipements sportifs. La Côte d'Ivoire négocie son passage vers une économie verte. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable s'attelle à cela. Il vient donc d'organiser un atelier pour affiner les actions. Mamadou Kouassi, reportage. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, c'est possible. Mais cela passe par l'atteinte de plusieurs objectifs, dont l'application des principes de l'économie verte. Une technique qui a déjà fait ses preuves au Rwanda, au Brésil et en Inde, à travers la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et la croissance économique. Valoriser les déchets ménagers solides sont des emplois verts. Le fait de les transformer en compost pour l'agriculture ou pour le jardinage, ça c'est des filières vertes. Le fait également de développer des technologies pour transformer l'énergie renouvelable en électricité, ça c'est de l'emploi vert. Le fait de transformer les déchets ménagers en butane, en gaz butane pour la cuisson, c'est un emploi vert. Donc vous voyez que l'emploi vert va susciter des filières de formation, des filières de renforcement des capacités. Pour la réalisation de ce projet, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, initie une étude relative à l'économie verte. Il s'agit de l'étude nationale sur les opportunités et stratégies d'une transition vers l'économie verte. Le développement d'une économie forte va de pair avec une protection accrue de l'environnement, une amélioration continuelle du cadre de vie des populations et une gestion durable des ressources naturelles. Changer de paradigme et d'attitude est l'une des conditions essentielles pour poser les bases effectives de l'économie verte et pour s'assurer que les ressources permettront de satisfaire les besoins des générations actuelles et futures sans la menace de saper les fondements de la prospérité. L'étude aboutira à la tenue d'un atelier national de définition et de mise en place d'une feuille de route pour la transition vers une économie verte. Le Kenya commence la semaine avec un nouveau président, Uhuru Kenyatta, inculpé par la Cour pénale internationale. Son opposant Raila Odinga va cependant déposer un recours devant la Cour suprême. Il ne reconnaît pas la défaite de son adversaire. Mais pour l'heure, dans le pays, le calme prévaut. Uhuru Kenyatta savoure sa victoire, ou plutôt son exploit. C'est la première fois qu'un homme poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité est élu président. Accusé d'avoir participé aux violences post-électorales de 2008, le président kényan fait ainsi un véritable pied de nez à la communauté internationale. En tant que leader, nous sommes avant toute chose les serviteurs du peuple kényan.
et nous reconnaissons et acceptons nos obligations internationales. Cependant, nous attendons de la communauté internationale qu'elle respecte la souveraineté de la démocratie kenyane. L'élection d'Ohuru Kenyatta ne lui garantit pas en revanche l'impunité. Son procès s'ouvrira à La Haye comme prévu le 9 juillet. Qu'importe, ses partisans font exploser leur joie. Tout ce qu'on veut, c'est célébrer la victoire des Kenyans et d'Ohuru. On espère que la paix va durer. Le spectre des violences meurtrières qui avait suivi l'élection de 2007 est toujours dans les esprits. Samedi, les appels au calme se multipliaient en provenance de Londres, Paris et Washington. Ici, à Kisumu, le fief du candidat malheureux Raila Odinga, on manifeste son mécontentement. Il faut qu'il rétablisse ce qu'on appelle la justice au Kenya. Il n'y a pas de justice au Kenya. Pour Raila Odinga, c'est simple, les résultats sont truqués. Ils se sont retirés dans une pièce pour revenir et dire à tous les agents de sortir de cette pièce. Ensuite, ils sont restés entre eux et quelque temps après, ils ont annoncé les résultats. Raila Odinga a annoncé qu'il ne contesterait l'élection que par la voie légale. Une attitude pacifique à l'image du calme qui prédominait dimanche dans l'ensemble du pays. En Égypte, l'opposition et le pouvoir se concertent pour amener le calme dans le pays après les troubles qui ont éclaté suite au nouveau verdict de la justice égyptienne dans le procès de la tragédie du football. Un vent de révolte souffle de nouveau sur le Caire. Samedi, les affrontements entre policiers et manifestants ont duré jusque tard dans la soirée. 2 personnes sont mortes. Dès le début d'après-midi, les supporters du club de foot du Caire ont investi les rues de la capitale. Ils ont incendié le siège de la Fédération égyptienne de foot et un club de la police. Cause de leur colère, un verdict jugé trop clément dans l'affaire de la tragédie de Port Saïd. En février 2012, 72 personnes avaient été tuées dans une bousculade après un match entre le Caire et Port Saïd. Samedi, 28 des 52 accusés ont été acquittés par le tribunal, notamment 7 des 9 policiers poursuivis, ce qui choque les parents des victimes. L'homme qui a éteint les lumières du stade ne devrait pas être condamné à mort une seule fois, mais 72 fois. Les officiers de police dont les erreurs ont conduit à cette tragédie méritaient bien plus que la prison à vie. Mais bon, on ne peut rien mettre en doute. Le juge lui avait tous les éléments, il a pris sa décision en fonction. À Port Saïd aussi, le verdict suscite la colère, mais pour d'autres raisons. Les juges ont également confirmé 21 condamnations à mort, visant en majorité des partisans du club de foot de cette ville portuaire. Ici, les supporters crient à l'injustice et fustigent la police. C'est injuste. Qui peut accepter ça? Nous qui n'avons rien fait, nous sommes condamnés à mort. Les innocents sont condamnés à mort alors que les officiers de police, qui à l'origine devaient assurer notre sécurité, sont déclarés innocents. Comment est-ce possible? Les 2000 manifestants ont tenté de bloquer le trafic sur le canal de Suez. L'armée les en a empêchés. Cette colère et ces nouveaux heurts sont les symboles des clivages et de l'instabilité qui règnent encore en Égypte 2 ans après la révolution. Le reste de l'actualité dans le monde en bref commence au Nigeria avec la mort annoncée des 7 otages enlevés par le groupe islamiste Ansarou. Le groupe islamique nigérian Ansarou a annoncé samedi avoir exécuté les 7 étrangers enlevés au Nigeria il y a 3 semaines. Il s'agit de 2 Libanais, 2 Syriens, un Grec, un Italien et un Britannique. Cette exécution fait suite aux actions menées par les gouvernements anglais et nigérians pour libérer les otages. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a été réélue dimanche à la tête du principal parti de l'opposition birmane, la Ligue nationale pour la démocratie. L'ancienne prisonnière politique, députée depuis 1 an, a été réélue par les 120 membres du comité central. Son parti est donné favori pour les élections législatives de 2015. Au cri de Fukushima, plus jamais sain, à Paris, plusieurs milliers de personnes ont formé une vaste chaîne humaine pour réclamer l'arrêt du nucléaire civil et militaire en France, 2 ans après la catastrophe de Fukushima. Une vingtaine des 58 réacteurs français ont plus de 30 ans et la mobilisation était destinée à envoyer un message d'indignation aux décideurs ainsi qu'un message de solidarité avec le peuple japonais.
Et en bref, le Japon s'est arrêté ce matin pour observer une minute de silence en la mémoire des victimes du tremblement de terre et du tsunami qui avait fait 20 000 morts et des centaines de déplacés. Aujourd'hui, si la vie semble bien reprendre son cours, la catastrophe nucléaire et ses effets sont dans toutes les têtes et imprègnent le quotidien des habitants. En bref, toujours en Inde, l'un des 6 accusés du viol et du meurtre de la jeune étudiante de 23 ans, le 16 décembre dernier à New Delhi, s'est suicidé dans sa cellule très tôt ce matin. Les gardiens de la prison l'ont retrouvé pendu à l'aube alors qu'il devrait être présenté devant la cour aujourd'hui pour une nouvelle audition dans son procès. On revient en Côte d'Ivoire pour parler de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier. Thérèse Tapé-Yoboué nous conduit à la découverte d'une femme à Boisflé. Son nom, Kwaku Aya Véronique. Regardez. Kwaku Aya Véronique, 10 enfants, 42 ans de vie commune avec Takré Lazare. Foyer là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire dedans. Mais notre affaire, ça ne va pas au dehors. Si on a fait fini, on s'arrange, on s'attend bien. Entre nous, maintenant, on est là. Kwaku Aya est bien connue au quartier d'Eila, dans la commune de Boisflé, où elle vit avec ses enfants et petits-enfants. Ma maman, bon, elle ne va pas beaucoup, mais elle n'aime pas ceux qui sont paresseux. À 65 ans, avec le courage qu'on lui connaît, Kwaku Aya continue de concocter des plats pour ses nombreux clients dans son restaurant depuis plus de 30 ans. C'est manger là, les enfants, il y a aussi l'université, il y a aussi les terminales. C'est foutu là, je pense pour faire tout. Il y a pire Zouka, mais j'ai conseillé mes gens, je ne fais pas le travail, c'est mari là. Sinon, il y a l'argent dedans. Il y a les femmes, quand ils sont mariés, s'ils sont bien placés et font rien, ils sont assis pour attendre. Monsieur, il faut donner. Dans la vie, ce n'est pas comme ça. Grande militante en faveur de la scolarisation de la petite fille, elle dénonce le mariage forcé ainsi que les mutilations génitales féminines. Quand on va faire ça là, si l'âme là n'est pas bonne, il peut provoquer une maladie. La célébration d'une journée internationale dédiée à la femme, pour Kwaku Aya Véronique, est déjà une victoire. Elle a tenu donc à participer au traditionnel défilé à l'occasion de cette célébration, à l'image de ses sœurs. Une célébration au cours de laquelle plusieurs femmes de la localité ont été honorées. Et la rédaction de RTI 1 se joint à moi pour rendre hommage à toutes ces femmes de la Côte d'Ivoire et du monde. Merci à toutes ces femmes qui regardent la chaîne de RTI 1.